Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je souhaite tourner sur la rue située à ma gauche. Je dois céder la priorité au camion en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu vois bien ici, on a un camion qui vient en sens inverse, donc en face de moi, et moi je veux tourner à gauche. Alors, ici, je vais devoir laisser passer le camion. Pourquoi ? Pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est sur sa voie. Si je tourne à gauche, je vais devoir aller sur sa voie, qui n'est pas la mienne. Donc, juste pour cette raison, je devrais lui laisser la priorité. Autre raison. Si je tourne à gauche, le camion se situe à ma droite. C'est donc également une priorité à droite. Donc ici, je laisse passer le camion. Puis, quand il n'y aura personne sur la voie, je pourrai tourner à gauche. Donc, pour répondre à la question, je dois céder la priorité au camion en face de moi pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute ? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ses feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein ? Par exemple, vous n'allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc, ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent t'as oublié un truc. Là, je leur dis, mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Dites-moi. Il fait, t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit.
hein. Donc on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. Hein. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points en moins. Alors, pourquoi c'est interdit ? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas répondre, soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel ? Oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 4. Je vais m'engager dans un carrefour à sens giratoire. Je suis placé sur la voie de gauche afin de tourner à gauche. Réponse A. Je suis bien placé. Réponse B. Je suis mal placé. Alors, effectivement, là on rentre dans un carrefour à sens giratoire. Donc la question qui est posée, c'est je suis placé à gauche. Pour pouvoir tourner à gauche au sens giratoire, est-ce que je suis bien placé ? Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a des procédures à suivre lorsqu'on prend un carrefour à sens giratoire. Il y a donc 4 procédures, car 4 possibilités. La première est la procédure pour tourner à droite. Ensuite, la procédure pour aller tout droit. La procédure pour aller à gauche. Et la procédure pour faire demi-tour. Chacune de ces procédures est différente. Donc, pour savoir si on est bien placé, on va regarder la procédure pour tourner à gauche. Procédure pour tourner à gauche dans un carrefour à sens giratoire. Tout d'abord, on se met sur la voie de gauche. Une fois arrivé au marquage au sol du céder le passage, je m'assure qu'il n'y a personne dans le sens giratoire, car je dois céder le passage au véhicule venant de gauche. Je m'engage dans le sens giratoire en prenant la voie de gauche du sens giratoire. Une fois arrivé à la portion qui clignote, je vais commencer à m'engager sur la voie de droite du sens giratoire. Avant ça, comme je change de voie, j'effectue mes contrôles. Rétroviseur droit, puis angle mort droit. S'il n'y a personne sur cette voie, je mets mon clignotant, je m'engage sur la voie de droite du sens giratoire. Une fois arrivé dans la rue dans laquelle je veux tourner, encore une fois, je dois effectuer 2 contrôles. Tout d'abord, le contrôle à gauche.
pour m'assurer que personne va venir me couper la trajectoire. Donc, rétro gauche plus angle mort gauche. Ensuite, contrôle droit. Rétro droit plus angle mort droit. Une fois que je me suis assuré que personne ne vient à gauche ni à droite, je tourne dans la rue. Donc, est-ce que je suis bien placé pour tourner à gauche? La réponse est la réponse A. Question numéro 5. Les rétroviseurs permettent de voir. Réponse A, en vision directe. Réponse B, en vision indirecte. Alors, ça a l'air d'être une question facile, mais beaucoup moins que ça en a l'air. Surtout que c'est des notions très récurrentes dans les questions du code de la route. Alors, la vision directe, c'est quoi? La vision directe, c'est quand vous regardez quelque chose directement avec vos yeux. La vision indirecte, c'est quoi? C'est lorsque vous regardez quelque chose via l'intermédiaire d'un autre instrument. Donc ici, on est dans une voiture, donc les instruments, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est tous les miroirs, c'est-à-dire les rétroviseurs extérieurs et intérieurs. Donc, les rétroviseurs, eux, permettent de voir en vision indirecte. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 6. Le port de la ceinture n'est pas obligatoire pour les femmes enceintes. Oui, réponse A, non, réponse B. Le port de la ceinture de sécurité dans un véhicule est obligatoire pour tout le monde, même les femmes enceintes. Alors, il y a quelques exceptions. Entre autres, vous pouvez être exempté via un certificat médical. Vous pouvez ne pas mettre la ceinture si vous êtes par exemple taxi ou si vous avez un véhicule de livraison de porte à porte. Bon, il y a d'autres types d'exemptions qu'on ne va pas voir ici, mais à part certains cas, vous êtes obligé de porter votre ceinture de sécurité. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 7. Le tramway est à l'arrêt. Réponse A, je klaxonne. Réponse B, je passe avec prudence. Réponse C, je m'arrête. Alors, le tramway a beau être à l'arrêt, on a à droite donc le feu rouge. Donc effectivement, ici, il ne sert à rien de klaxonner. On ne peut passer avec prudence parce qu'on a un feu rouge. Donc ici, je m'arrête. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 8. La possession d'un gilet haute visibilité à bord du véhicule est réponse A, facultative. Réponse B, obligatoire. En cas de non-possession du gilet haute visibilité, j'encours une amende. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, effectivement, ne pas posséder son gilet haute visibilité à bord du véhicule
est une infraction. Donc c'est obligatoire de posséder ce gilet à bord du véhicule. Alors, c'est quoi comme catégorie d'infraction? C'est une contravention de première classe qui est sanctionnée par une amende de 11 €. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Question numéro 9. Pour dépasser ce vélo, A. Je m'écarte. B. Je reste sur ma voie. Alors, ici, on se retrouve dans une situation où, comme vous le voyez à droite, on a donc une ligne discontinue épaisse, donc un marquage au sol qui indique une voie réservée, et puis, bon, on le voit mal, mais il y a un dessin de vélo dans cette zone. Donc, on est bien sur une bande cyclable, et non pas une piste cyclable. Donc, on a affaire à une bande cyclable avec des vélos dessus. Alors, si je souhaite dépasser ce vélo, il faut savoir une chose, c'est que là, on est en agglomération. Donc, en agglomération, je dois avoir une distance d'environ 1 mètre entre moi, entre le véhicule et le vélo. Donc là, on voit que le vélo est à gauche de la bande cyclable. Donc, pour le dépasser, il faudra que je m'écarte. Alors, bien sûr, avant de s'écarter ou de changer de direction, on regarde toujours le rétroviseur, on regarde ce qu'il y a derrière nous. Là, lorsque je regarde le rétroviseur, je vois que la voie de gauche est libre. Il y a une voiture blanche, elle est vraiment au fond. Donc, je peux m'écarter. Donc ici, les bonnes réponses, ce seront les réponses A. Question numéro 10. Je sors de mon stationnement. Je dois, réponse A, contrôler derrière moi seulement. Réponse B, contrôler devant et derrière moi. Réponse C, contrôler les angles morts. Alors ici, dans ce contexte, on a une voiture qui veut sortir de son stationnement, qui est un stationnement en créneau. Vous remarquerez que c'est une rue à double sens de circulation. On a devant nous une voiture, et si vous regardez le rétro gauche, on a une voiture aussi derrière nous. Alors, comment faire pour sortir d'un stationnement en créneau ? Tout d'abord, on va regarder ce qui se passe devant nous. Vous allez me dire, en fait, c'est pas si important ça, ce qui se passe devant nous, puisqu'on va rester sur notre fil. Oui, mais il peut se passer plein de choses devant nous. Par exemple, il peut y avoir une voiture en sens inverse qui en double une autre. Ou par exemple, il peut y avoir juste devant nous une personne qui souhaite traverser la rue. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétroviseur intérieur. Pourquoi ? Tout simplement, afin de savoir s'il n'y a pas une autre voiture derrière nous qui est garée et qui souhaite elle aussi sortir de son stationnement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder notre rétro extérieur. Une fois qu'il n'y aura plus personne sur le rétro, on fera notre contrôle d'angle mort, puis on mettra notre clignotant, et là, on pourra sortir dans notre stationnement. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record.
c'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessibles sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 11. Le véhicule noir vient de commettre une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu as pu le voir, le véhicule noir est passé alors que le feu était au rouge. C'est une infraction de 4e classe qui est punie d'une amende de 135 € et d'un retrait de 4 points sur le permis de conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. La vitesse maximale autorisée pour un poids lourd est de réponse A 130 km/h, réponse B 90 km/h. Alors, les poids lourds doivent répondre à des réglementations spécifiques en termes de poids, en termes de dimension, mais également en termes de vitesse. Donc, un poids lourd ne pourra jamais aller au-dessus de 90 km/h. Et ce, peu importe le type de route. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Rouler en vélo permet de réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 14. Ce véhicule sort d'une propriété privée. Je suis donc prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, effectivement, le véhicule sort d'une propriété privée. Et regarde, en fait, comment savoir qu'il sort d'une propriété privée? En fait, il y a ce qu'on appelle, au niveau du trottoir, il y a un bateau.
On appelle ça un bateau, c'est-à-dire un affaissement du trottoir. Donc s'il y a un affaissement du trottoir, c'est que il y a une propriété privée. Sinon, il n'y aurait pas de trottoir en fait, il y aurait une rue. Donc là, le véhicule sort d'une propriété privée, donc c'est moi qui suis prioritaire. Je suis prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Les personnes âgées représentent une grande part de la mortalité chez les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, afin de répondre à cette question, je vous ai mis directement le schéma que vous pouvez retrouver dans le bilan annuel de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Donc, comme vous pouvez le voir ici, les plus de 65 ans sont les plus concernés par la mortalité chez les piétons. Donc ça, ce sont les chiffres officiels. Donc, pour répondre à cette question, donc, les personnes âgées représentent bien une grande part de la mortalité chez les piétons. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 16. Le temps de réaction dépend. Réponse A, de l'état du conducteur. Réponse B, de l'état de la chaussée. Alors, le temps de réaction va principalement dépendre de l'état du conducteur. C'est-à-dire, est-ce qu'il est anxieux ou non? Est-ce qu'il a pris des drogues ou non? Est-ce qu'il est fatigué ou non? Ou est-ce qu'il est occupé à faire autre chose? Par exemple, utiliser son téléphone au volant. Donc, la bonne réponse ici va être la réponse A. Question numéro 17. L'acuité visuelle minimale pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes, réponse B, 8 dixièmes. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? L'acuité visuelle, c'est la capacité de discerner un objet à une certaine distance. En fait, elle est mesurée chez l'ophtalmologue. Vous savez, quand vous allez chez l'ophtalmologue, il vous fait lire à une certaine distance un petit tableau avec des lettres de plus en plus petites. C'est comme ça qu'on mesure l'acuité visuelle. Donc, vous devez avoir une acuité visuelle supérieure à 5 dixièmes pour être autorisé à conduire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A, non, réponse B. Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Ce chien est bien attaché. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, il faut que vous sachiez que les chiens doivent également être attachés. Tout d'abord, pour pas vous gêner lorsque vous conduisez, mais également pour pas que ils se transforment en projectiles si vous devez faire un freinage d'urgence. Alors, sachez qu'il existe des mécanismes, notamment des laisses pour chiens, hein, qui permettent justement aux chiens d'être attachés en sécurité. Alors, il n'y a pas que ces sortes de mécanismes qui existent. Il en existe bien d'autres, notamment parfois avec des filets. Donc, ici, est-ce que le chien est bien attaché? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 20. L'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'utilisation du téléphone au volant est une infraction. Elle constitue une contravention de 4e classe qui est punie par un retrait de 3 points et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ce panneau indique, donc comme c'est indiqué, un panneau de fin de zone où la vitesse était régulée à 30 km/h maximum. Donc après le panneau, je peux circuler à 50 km/h. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, surtout, n'oublie pas, lors d'un accident, on doit respecter donc, la règle du PAS, du PAS, c'est-à-dire, tout d'abord, protéger, ensuite, alerter, puis secourir. Ça, c'est vraiment du cours, tu dois le connaître vraiment par cœur. Je te conseille vivement de te former pour justement pas te tromper sur des questions basiques de cours. Une fois qu'on a protégé les lieux, donc on doit alerter les secours. Donc alerter les secours, qu'est-ce qu'on leur dit quand on les a au téléphone? Déjà, tu dois leur donner le nombre de victimes. Ensuite, le type de victime. Par exemple, si c'est des motards, si c'est des cyclistes, ou si c'est des personnes dans leur voiture. Ensuite, leur dire si elles sont conscientes ou inconscientes. Très important. Si elles respirent ou non. Si elles ont des hémorragies aussi ou non. Donc, voilà c'est quoi alerter. Donc, ici, à la question, lors d'un accident, après avoir protégé les lieux, je dois alerter les secours. La réponse est oui. Question numéro 23. Je circule sur une route non éclairée de nuit. La visibilité est faible. J'allume donc mes feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, ici,
on circule sur route, c'est-à-dire soit sur autoroute, voie rapide. Et celle-ci est non éclairée. Donc, afin d'être vue et de voir, on va allumer ces feux de croisement. Alors, je sais qu'il y en a certains qui diront, vu qu'on est sur route non éclairée, on allume nos feux de route. Alors, c'est une bonne question. Pourquoi on n'allume pas ces feux de route? Tout simplement parce qu'on a d'autres usagers avec nous, comme vous le voyez sur la photo. Il y a des usagers, donc si on allume nos feux de route, qu'est-ce qui va se passer? On va les aveugler. Donc, pour éviter de les aveugler, on utilise nos feux de croisement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Question numéro 15. Après le feu, je peux A. Tourner à gauche. B. Tourner à droite. C. Faire demi-tour. D. Aller tout droit. Alors, avant de répondre à la question, je vous conseille d'aller sur une de mes vidéos. J'ai fait une vidéo complète disponible sur ma chaîne sur les panneaux d'interdiction et d'obligation. Alors ici, on se retrouve face à deux panneaux. Donc, l'un qui est celui de l'interdiction de tourner à droite et l'autre, juste en dessous, celui de l'interdiction de faire demi-tour. Donc, ces deux panneaux sont effectifs seulement pour cette intersection. Donc, après le feu, je peux tourner à gauche ou aller tout droit. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 25. Ce disque me permet de stationner dans les zones bleues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement est alors gratuit et limité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, ce disque te permet de stationner dans ce qu'on appelle les zones bleues, c'est-à-dire les stationnements qui ont des marquages bleus. Ce disque est apposé donc sur le tableau de bord et te permet de stationner gratuitement, mais dans une période de temps limitée. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Avec cette commande, je règle la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, cette commande te permet de régler la hauteur des feux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je roule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici c'est évident, vous voyez bien qu'il y a une tempête de neige, que la visibilité est fortement réduite et que la chaussée est glissante. Donc ici effectivement on ne va pas rouler à la vitesse maximale autorisée, on va rouler à une vitesse adaptée. C'est quoi une vitesse adaptée? On roule comme on peut, à la vitesse à laquelle on peut rouler. Et même parfois, vous allez voir, cas très rare, vous allez être obligé même de vous arrêter. Tellement ça va être compliqué que vous ne verrez plus rien. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28.
Je souhaite tourner à gauche immédiatement. Réponse A. Je dois d'abord m'arrêter. Réponse B. Je passe sans m'arrêter. Alors ici, on souhaite tourner à gauche. Seulement, si tu vois bien, à gauche, on a un passage piéton, en plus qui est régulé par une signalisation lumineuse. Regarde ici, on a la signalisation lumineuse vert, c'est-à-dire que là, c'est au piéton de passer. En plus de ça, regarde bien, on a des piétons sur le passage piéton. Alors, on les voit pas très bien parce qu'ils sont cachés par le montant. Et ça, c'est des choses que je répète très souvent dans les vidéos, c'est que le montant constitue un angle mort. Et là, vous voyez bien que ces piétons qui sont situés à peu près sur ce montant de la voiture, on les voit pas très bien. Imaginez un montant un tout petit peu plus large, je peux vous dire que les piétons, vous ne les voyez pas. C'est un vrai angle mort, comme vous pouvez le voir ici. Donc, pour répondre à la question, je souhaite tourner à gauche immédiatement, je dois d'abord m'arrêter. La bonne réponse est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 29. Sur le trottoir de droite, je peux stationner, oui réponse A, non réponse B. M'arrêter, oui réponse C, non réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc, interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 30. Question numéro 6. Je roule hors agglomération. Pour dépasser ce cycliste, je dois laisser réponse A, 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. Réponse B, 1 mètre entre le véhicule et le cycliste. Ici, je roule hors agglomération. Je dois donc laisser 1,50 m entre mon véhicule et le cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 31. Je ralentis. Réponse A, pour contrer la force centrifuge. Réponse B, pour garder le contrôle du véhicule. Réponse C, pour respecter les panneaux uniquement. Alors là, on rentre dans une trajectoire courbe. Donc effectivement, on va ralentir pour contrer la force centrifuge afin de garder le contrôle du véhicule. Et pas seulement pour respecter les panneaux. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Alors clairement ici, c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme
de formation ou ailleurs. Alors, surtout, ne te dis pas « Ah ben, c'est pas grave, les examens blancs vont justement m'aider à apprendre le code. » Faux. Les examens blancs ne servent pas à apprendre le code. Les examens blancs servent à tester si tu as, oui ou non, assimilé le contenu pédagogique. Alors, quelle est la meilleure méthodologie pour passer le code, c'est-à-dire quelle est la meilleure méthodologie pédagogique? Alors, tout d'abord, il va falloir apprendre les cours par thème. Hein. Vous savez, il y a aujourd'hui 10 thèmes avec la nouvelle réforme. Une fois que tu auras appris ces 10 thèmes et tous les contenus de ces 10 thèmes, alors tu pourras passer à des exercices d'entraînement par niveau de difficulté. Tout d'abord les exercices faciles, les exercices moyens et les exercices difficiles. Une fois ce travail effectué, là, tu pourras t'exercer à faire des examens blancs. Surtout, ne pense pas que les examens blancs vont t'aider à apprendre. Ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens ratent leur code de la route. N'oubliez pas que le taux de réussite au code de la route est d'environ 60%. C'est-à-dire qu'il y a quasiment 40% des personnes qui échouent au code de la route, justement parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie pédagogique. Donc ici, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vivement à venir sur notre plateforme pédagogique et à participer à la formation. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 33. À bord du véhicule, le compteur kilométrique est réponse A. Facultatif. Réponse B. Obligatoire. Alors effectivement, le compteur kilométrique est obligatoire à bord d'un véhicule et il faut qu'il soit en état de marche. Dans le cas contraire, c'est une contravention de 3e classe et une amende de 68 €. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 34. Je peux installer ce siège. Réponse A, à l'arrière du véhicule. Réponse B, à l'avant du véhicule avec l'airbag activé. Alors, il faut que tu saches qu'il y a une réglementation bien spécifique pour l'installation des sièges pour enfants. Il existe 3 types de sièges pour enfants. Les sièges à coque, les sièges baquets et les sièges à dossier. Les sièges à coque, tu peux les placer à l'arrière du véhicule et à l'avant du véhicule, seulement si tu places le siège dos à la route et que tu désactives l'airbag passager. Tu peux placer le siège baquet seulement à l'arrière du véhicule, hors exception. Et tu peux placer le siège à dossier à l'arrière du véhicule, mais également
à l'avant du véhicule sous 2 conditions. Que les places arrière soient toutes prises par des enfants de moins de 10 ans, qu'il n'y ait pas de place arrière, mais également, si tu mets le siège devant, il faut que tu actives l'airbag passager, cette fois-ci, contrairement au siège à coque. Donc, ici, je peux installer ce siège, qui est un siège à coque, à l'arrière du véhicule. Par contre, si je le place à l'avant, je devrais désactiver l'airbag passager. Les bonnes réponses ici et la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 35. Les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Effectivement, les transports en commun permettent de réduire les émissions de CO2. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Ce bouchon est celui du réservoir. Réponse A, du liquide de refroidissement. Réponse B, d'huile. Réponse C, du liquide de frein. Réponse D, du liquide lave-glace. Alors ici, ce que vous voyez, c'est le bouchon du réservoir du liquide lave-glace. Alors comment on le reconnaît, comment on le différencie par rapport aux autres bouchons? Lorsque vous ouvrez le capot, vous allez voir que vous allez avoir accès à 4 réservoirs. Alors, ce qu'on vient de voir, donc le réservoir du liquide lave-glace, avec en général un bouchon bleu et des lave-glaces, avec un petit pictogramme de lave-glace dessus. Ensuite, vous avez le bouchon du liquide de refroidissement qui est en général est noir, avec un pictogramme dessus. Alors, ce qui est bien, c'est que ce pictogramme que tu vois dessus, ça correspond au voyant qu'il y a sur ton tableau de bord. Et ça, c'est quoi comme voyant? C'est le voyant qui indique que tu as un problème de refroidissement dans le véhicule. Ensuite, tu as le bouchon du liquide de frein. Le bouchon du liquide de frein, il est ici. En général, il est noir avec des pictogrammes jaunes. Et regardez ce qu'il y a comme pictogramme. Ce pictogramme, c'est quoi? C'est le voyant qui s'allume dans ton tableau de bord quand tu as un problème de liquide de frein, justement. Avec un point d'exclamation à l'intérieur pour dire qu'il y a un problème, tout simplement. Et enfin, tu as ici le bouchon du réservoir d'huile, d'accord? Et regarde le pictogramme qu'il y a dessus, c'est le voyant qui s'allume sur ton tableau de bord lorsque tu as un problème d'huile moteur. Donc c'est comme ça qu'on reconnaît quel bouchon appartient à quel liquide et quel réservoir. Donc ici, pour répondre à la question, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 38. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé.
pour tourner à gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Ce panneau indique un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. Oui, réponse A, non, réponse B.
Eh ben oui, ce panneau indique bien un emplacement ou une aire de stationnement dédiée au covoiturage. À ne pas confondre avec le panneau d'éco-partage. Pour connaître la différence entre l'éco-partage et le covoiturage, je vous incite fortement à aller dans la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, bah, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc, ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.